trois manières, notamment la classification selon quoi? Très bien. Donc on a commencé par le secteur d'activité, donc l'activité, la classification selon la taille. Très bien. Donc la taille, notamment le chiffre d'affaires et l'effectif, tout à fait. Nous avons pu parler de la micro-entreprise, de l'entrepreneur, de la TPE, la grande entreprise. Et enfin, en troisième lieu, nous avons parlé du statut juridique. Nous avons dit qu'on parle dorénavant d'entreprise individuelle, de société ou encore de coopérative. Et quand on viendra au statut juridique, on va voir les différents types de sociétés. Nous avons les sociétés de personnes, les sociétés d'argent. Je ne sais pas si vous avez vu ça en comptabilité. De société. C'est la même chose, ça reprend les mêmes types de sociétés. Bien. Et nous avons dit que maintenant on parle de start-up. Alors les start-up c'est la nouvelle forme. En fait, quand je dis que le start-up c'est la nouvelle forme, elle a émancipé aux États-Unis depuis très longtemps, depuis les années 90. Mais de nos jours, surtout au Maroc, on commence à voir de plus en plus de start-up dans ce sens. D'accord? Et nous avons dit que la start-up, c'est quoi? C'est une jeune entreprise innovante à fort potentiel de croissance. À fort potentiel de croissance. Donc le but ultime, ou je dirais le but, voilà, c'est l'industrialisation. Fort potentiel de croissance. Son but, c'est quoi? C'est son industrialisation de croissance. D'accord? Donc, c'est une entreprise qui est innovante et c'est un point essentiel. Bien sûr, quand on a parlé des branches d'activité, des secteurs d'activité, c'était quoi le terme que vous avez dit de noter? Maintenant, on ne parle pas de secteur primaire, secondaire. On parle de quoi? De la nomenclature marocaine des activités. Tout à fait. Elle a été instaurée depuis 2010. La nomenclature marocaine des activités dans laquelle il y a plusieurs sections et dans laquelle on parle de plusieurs sections, sous-sections. Bien. Donc c'était les principaux points, nous avons fait aussi un petit peu et nous avons parlé à la fin du tissu entrepreneurial au Maroc. Donc nous avons dit que la forme juridique la plus prédominante au Maroc, c'est des TPE. Entrepreneurial au Maroc. Voilà, globalement, ce sont des TPE. Bien. De 93%. Maintenant, pour revenir à la décortication de notre terme qui est l'entrepreneuriat, on a dit que ça venait du mot entreprise, mais aussi, qu'est-ce qu'on a ici? On a le terme entrepreneur. Bien. Alors dites-moi, un entrepreneur, on parlait d'un entrepreneur, etc. Il faut savoir que l'entrepreneur, la définition de l'entrepreneur a subi au fil des années, au fil des siècles, une évolution. C'est-à-dire, au début, l'entrepreneur, on désignait un entrepreneur, quelqu'un qui était dans le bâtiment. Et je vous ai dit à la première séance, on voit le terme, on l'entend toujours au Maroc, quand on parle d'un entrepreneur, on parle beaucoup plus de quelqu'un qui travaille dans le bâtiment. Mais au fur et à mesure des siècles, bien sûr, de la révolution industrielle, on ne parle plus d'un entrepreneur qui travaille dans le bâtiment, c'est quelqu'un qui va entreprendre, qui va créer, qui va développer et qui va saisir des opportunités d'affaires. D'accord? Donc l'entrepreneur, si on peut dire de manière générale, c'est quelqu'un qui va saisir une opportunité. C'est toute personne qui va diriger une entreprise, donc créer et ou développer l'entreprise pour son propre compte, ça veut dire que ça y appartient, c'est sa propre entreprise, que ce soit lui seul, notamment l'entreprise individuelle ou en équipe, et on va parler dans une société, et qui va mettre en œuvre les différents facteurs de production pour réaliser un bénéfice.
grosso modo. Donc bien sûr, l'entrepreneur, il a certains traits, certaines caractéristiques. Et on va refaire comme au début, un petit brainstorming ensemble pour me dire, et s'il vous plaît, vous me levez la main, un entrepreneur, comment il doit être? Quels sont les principaux traits de caractère d'un entrepreneur? Alors, on va commencer. L'entrepreneur, c'est quelqu'un de responsable, j'ai entendu ça. D'accord, je note. Responsable. Réactif. Tout à fait. C'est quoi réactif? Créatif. C'est quoi réactif? Très bien. Il doit être créatif / innovant. Ou innovateur, ça dépend. Oui. Motivant, tout à fait. Oui. Oui. Très bien, très bien. Il doit être un certain amour pour le risque. Donc c'est quelqu'un qui aime le risque. Très bien. C'est quelqu'un de leader. C'est quoi un leader? Déjà, c'est pas un leader, c'est quelqu'un. C'est le chef de file. C'est quelqu'un qui se met en avant. Et on va voir ensemble la différence entre l'entrepreneur et le dirigeant. Oui, quoi d'autre? Très bien, un manager. Oui, un entrepreneur peut être un manager. Est-ce qu'un manager peut être un entrepreneur? Non. Grand point de question. Un grand point de question. Oui. Très bien, tout à fait. Proactif. Il doit réagir, il doit anticiper les problèmes. Oui. Oui, très bien. Indépendant. Tout à fait. C'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un d'autonome. Bosseur, ça va de soi. Oui. Bien sûr, oui. Savoir-faire, savoir-être. Il y a un certain savoir-faire. Un marketeur, oui. Le porteur de projet. Exact, oui, tout à fait. Qui doit avoir un esprit d'initiative. Ça veut dire que je ne vais pas attendre que l'opportunité se présente. C'est à moi d'explorer cette opportunité et de l'exploiter, oui. Très bien, un fondateur, oui. Quoi d'autre? Porteur de projet. Patient, bien sûr. Et bien sûr, on va revenir à notre fameux terme qui est, allez-y bien vers moi, patient, persévérant. Et on revient toujours à ça. Bien sûr, la confiance en soi. C'est quelqu'un persévérant. Vous vérifiez s'il vous plaît. Oui. Motivé, oui. Il y a d'autres termes que j'ai zappé. Ponctuel, bien sûr. Bien sûr, c'est quelqu'un qui doit respecter les délais. Surtout les délais. La ponctualité, dans quel sens? Très bien discipliné, mais la ponctualité, dans quel sens? Les délais. La réalisation. Les délais de livraison par rapport au client. C'est-à-dire, il est très important. Parce que le client, c'est le roi. Si on ne respecte pas les délais de livraison, il y aura un problème. Il y aura le retard. Oui. Et le délai de paiement aussi. Oui. Négociation, très bien, oui. Très bien. Alors ici, je note. Communication, on doit avoir de la communication et de la négociation. Tout à fait. Parce qu'il sera face à des associés qui doivent négocier. Négociation. Oui. Et exact. Tout à fait. La pertinence, la perspicacité, la persévérance. Oui. C'est quelqu'un qui va résoudre les problèmes. Un régulateur. Très bien, oui. Oui, alors, j'ajoute ici la planification, la résolution de problèmes, de conflits. La rationalité, exact. En fait, la rationalité, elle va être modérée. Parce qu'on va dire que quelqu'un qui est risqué, est-ce qu'il est rationnel? Ça dépend des situations. Oui? Très bien, tout à fait. Alors, quelqu'un de visionnaire, quelqu'un de stratégique, confiance en soi. Exact, potentiel. Quelqu'un de régulateur. Oui.
compétence, bien sûr. Ça va de soi. L'anticipation, on l'a dit, oui. Oui, bien sûr. Exact. Bien sûr, il doit être capable de rentrer. Oui, dans un certain sens. Parce que quand on dit matérialiste, on peut faire allusion à quelqu'un qui n'aime que l'argent. En fait, c'est normal qu'il n'aime que l'argent. Parce que c'est grâce à cet argent qu'il peut investir et qu'il peut avancer dans son projet. Oui, bien sûr, l'économie, elle est indispensable. Oui. Je ne comprends pas, je suis désolée, je ne comprends pas. Oui, dites-moi. Exact. Il doit assurer la croissance de son entreprise. Donc, oui, très bien. La curiosité. S'il vous plaît. En fait, pour ne pas oublier ce point, pour ne pas oublier le point de votre camarade, il vient de dire, s'il vous plaît, il vient de parler de la croissance. Quelqu'un qui va aimer la croissance, qui va faire l'impossible pour faire quoi. En fait, il y a deux profils, il y a deux types ou deux profils d'entrepreneurs. On va trouver, s'il vous plaît, on va trouver l'entrepreneur, ce qu'on appelle un entrepreneur PIC et un entrepreneur CAP. Je vous dis les initiales de chaque lettre. PIC, c'est quoi? P. À votre avis, P. Non. P. Non. Professionnel. Non. Non. Persévérant. Non. Non. Petit. Politique. P pour. S'il vous plaît, vous levez la main comme ça. Je vais donner un demi-point pour l'examen. P pour. Non, allez-y. Un demi-point. L'examen final, bien sûr. Oui. Non, s'il vous plaît, juste un petit peu d'attention. Je disais, on était en train de... Très bien. À la fin de la séance. S'il vous plaît. Donc, pérennité. Voilà, très bien. I pour indépendance. Pour concurrent. Indépendance. Et le C, tout à fait, c'est pour la croissance. Internet, ça marche très bien chez vous. Et donc, par conséquent, CAP, c'est le contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va privilégier la croissance, comme l'a dit votre camarade. A, c'est autonomie, indépendance, c'est la même chose, c'est juste pour marquer, pour retenir le terme, autonomie. Et D, c'est pour pérennité. D'accord? Donc, deux types, deux profils d'entrepreneurs. Je ne dis pas que l'un ou l'autre va gagner dans la vie. Non, les deux profils sont gagnants. Sauf que ça dépend de l'activité et ça dépend du but de la société. Moi, je crée ma société, j'ai deux voies. Soit je choisis la voie de la pérennité, je fais n'importe quoi pour que ma société des gens elle survive. Donc je dois faire l'impossible pour la survie de ma société. Une fois qu'elle survit, ça, j'aurai entre autres mon indépendance ou l'indépendance de ma société. Et par la suite, je pourrai réfléchir à la croissance. On trouve ce genre de profil chez qui? Quel type d'entreprise? Où est-ce qu'on est nouveau? Ce genre de profil d'entrepreneur, on y trouve beaucoup d'un type précis, une classification précise d'entreprise. Oui, et on les trouve aussi les coopératives. Dans les coopératives, quand elles créent leur société, leur premier but, c'est la pérennité. La croissance en premier lieu, l'autonomie en deuxième lieu, et enfin la pérennité, c'est quel type de société? Voilà, très bien, ce sont les startups. A priori, la startup, c'est quelqu'un qui va privilégier la croissance. Pérennité, comment ça va se manifester? Ben, tout simplement
à l'effet de la boîte d'avant, le cas des Facebook maintenant. Est-ce que vous êtes au courant que Facebook est en train de changer de nom? Ça, c'est le monde officiel. Alors, la croissance, une fois qu'on a la croissance, automatiquement on va avoir l'autonomie, et par la suite, soit j'industrialise ma société, soit je suis face à une certaine pérennité. Je sais que mon entreprise va durer tout au long de sa vie. Quelle est la vie d'une société, juridiquement parlant? 5 ans. Très bien. C'est 99 ans. Juridiquement parlant, la vie d'une société, c'est 99 ans. Entre parenthèses. Bien. Alors, on continue, s'il vous plaît. Les caractéristiques de l'entrepreneur. Dites-moi. On a parlé de persévérance, on a parlé de perspicacité, on a parlé de curiosité. L'entrepreneur, c'est un manager. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit connaître sa société, c'est quelqu'un qui doit avoir un certain amour pour le risque. Oui. Très bien. C'est quelqu'un d'ambitieux. Oui. Très bien. Courageux. Tout à fait. Oui. Très bien. Exact. C'est quelqu'un de flexible. Ça veut dire quoi flexible? La flexibilité. Elle peut s'adapter. Très bien. Exact. C'est quelqu'un qui est capable de s'adapter à n'importe quelle situation. En fait, quand on prend une décision, il faut toujours garder une certaine marge de flexibilité. On ne doit pas se dire que c'est une décision définitive. Non. Pourquoi? Parce que, très bien, parce que l'environnement change constamment. Et on a parlé de l'environnement d'entreprise, de macro et de micro-environnement. Donc, si je n'ai pas cette capacité de flexibilité, si par exemple j'ai travaillé pendant des mois sur une méthode de travail ou une méthode de production par exemple, j'ai des machines, je produis un certain prototype et par une réglementation qui vient de la nouvelle loi de finances, je dois répondre à une situation inédite. Donc, est-ce que je continue avec ma méthode de production ou non? Non, je dois m'adapter. C'est pour ça qu'il faut toujours être veillant. En parle de veille stratégique. Il faut toujours avoir un plan B, C et jusqu'à Z. Il faut toujours avoir beaucoup de plans. Je vous le dis, si vous avez un problème, vous venez me voir, vous me dites, madame, j'ai un problème, je dois vous dire, vous n'avez pas de problème. Si vous venez avec un problème et vous avez deux solutions à ce problème, là, on peut parler de vrais problèmes. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Donc, vous avez un problème et si vous avez déjà la solution, ça veut dire que vraiment, c'est un problème qui nécessite une certaine réflexion. Mais au contraire, si vous venez avec des problèmes, ça s'appelle simplement une barrière, que ce soit psychologique, une barrière financière, une barrière, ça reste des barrières. Et la majorité des temps, ce sont des barrières psychologiques. Parce que si on voit les entrepreneurs de nos jours, à zéro. Quand je dis à zéro, c'est vraiment à zéro. Ça veut dire qu'il y a des gens. Est-ce que vous connaissez le club Enactus, Morocco, etc. Alors, ce sont des clubs de jeunes qui incitent à l'entrepreneuriat avec des projets dans le social. On va voir ça la semaine prochaine. Alors, dans le social, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a des gens qui ont voulu créer leur société. Et croyez-moi, peut-être le capital de départ, capital d'investissement, l'aide de départ, parce qu'on va voir ça ensemble, comment on peut avoir le financement de départ, soit par nos propres capitaux, soit par la dette, etc. Les propres capitaux, il y a des gens qui font, imaginez, vous êtes dans cette situation, est-ce que vous imaginez la réaction de ses parents? Il me faut 5 000 dirhams pour commencer un business. Sachant que les parents, si ce ne sont pas des entrepreneurs, parce que les études qu'on a fait de l'entrepreneuriat, il y a ce qu'on appelle la variable sociale, ou ce qu'on appelle l'influence des parents. L'influence des parents, elle peut être positive ou négative. Ça veut dire quoi? Soit les parents sont déjà des entrepreneurs, ils ont déjà leur propre société, ou déjà ils ont l'esprit d'entrepreneur. Et donc, ils vont inciter
leur enfant à entreprendre. Mais il y a d'autres types d'entrepreneurs, de parents qui ne sont pas des entrepreneurs dans l'âme et qui ont peur pour leurs enfants. C'est beaucoup plus de la peur, de la crainte. Ils craignent que leurs enfants, quand ils vont se lancer dans le genre d'entrepreneuriat, le genre d'aventure, ils vont se retrouver face à des problèmes. Nous, on le sait. Quand on étudie ça, on sait très bien que l'entrepreneuriat, c'est semer d'embûches. On ne dit pas que c'est quelque chose de facile, mais c'est surmontable. Facilement surmontable, je dirais même. Je pourrais ajouter facilement surmontable. Donc, le fait d'expliquer ça à ses parents qui ont peur pour vous, qui craignent que vous ne réussissez, la peur de l'échec, la peur de l'échec, c'est la peur de l'échec. Quand on parle de l'échec, c'est une variable extrêmement importante. L'échec, ça ne doit pas vous démotiver. C'est à partir de l'échec qu'on réussit. Si on voit les plus grands exemples d'entrepreneurs au monde, on va trouver que la majorité de ces gens-là, ils sont fracassés la tête plusieurs fois. Ils ont connu des échecs incroyables. Ils ont connu des échecs incroyables. Et à partir de ces échecs-là, à partir de ces erreurs, ils se sont relevés et ils les ont surmontés, petit à petit. D'accord? Donc, la flexibilité, le courage, ce sont des traits très importants pour l'entrepreneur. Quoi d'autre? Oui. Bien sûr, le goût du challenge, ça va de soi. Oui. La créativité, l'innovation, on a dit au début. Oui. Très bien. Comment on peut appeler ça? Le relationnel. Ça, c'est très important. Le relationnel. Je parlais tout à l'heure de l'influence des parents, il y a aussi l'influence des réseaux professionnels. Je ne vais pas employer le terme sociaux, mais professionnels. Les réseaux professionnels, si on ne connaît pas les gens, si on ne connaît pas les investisseurs, si on ne connaît pas ce qu'on appelle les capital risques, les business angels, tout ça, ce sont des gens qui aident les entrepreneurs, qui ont plus pour que l'entrepreneur puisse créer ou développer son entreprise. Comment on peut se faire un bon relationnel? Comment on peut se faire un bon réseau professionnel, réseau social? D'accord. Alors, les événements, oui. Très bien, tout à fait, oui. Votre camarade parle de la communication neurolinguistique, exactement, c'est moi de soi. Oui. Très bien. Ça, c'est un point très important. L'échange de services. Ça veut dire quoi? Et on parle aussi, il y a un autre terme qui me vient, les coopératives l'utilisent beaucoup, c'est ce qu'on appelle la mutualisation. La mutualisation des services. Exemple, moi je suis une coopérative de l'huile d'argent. Je suis une petite coopérative et je veux commencer la production et la vente, la commercialisation de l'huile d'argent. Qu'est-ce que je fais? Je commence, je n'ai pas le matériel pour concasser les graines, pour faire tout ça de manière industrielle, je dirais. Donc, ce qu'elles font généralement, c'est qu'elles vont recruter des femmes qui vont s'occuper de ça. Mais supposons que je n'ai pas les moyens pour avoir des coopérants de ce calibre. Ce que je fais, c'est que je vais mutualiser le service. Moi, je vais m'occuper, par exemple, du packaging. Une autre coopérative va s'occuper simplement de la production. Une autre coopérative va s'occuper de la commercialisation à l'import-export. D'accord? Donc, j'essaie, c'est comme une sous-traitance. J'essaie de sous-traiter pour chaque chose. Et donc, chacun est gagnant-gagnant. Donc, vous le disiez, le fait d'avoir des événements, le fait de faire ce qu'on appelle des coopérations win-win. Oui. Oui, gagnant-gagnant, des activités de... Très bien, les activités de bénévolat. C'est vrai qu'on peut rencontrer des gens qui font ce genre d'activité. Oui. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Oui, très bien, la foire, tout à fait. La foire ou les salons dans lesquels
les gens exposent leurs produits. Là. Non. Très bien. Oui. Exact. Exact, c'est vrai. S'il vous plaît, le fait de partager les mêmes loisirs, le même sport. Votre camarade a donné l'exemple du golf. C'est vrai qu'on trouve pas mal d'entrepreneurs ou d'investisseurs ce genre de sport. Donc, le fait d'intégrer ce genre de club peut aussi être bénéficier de l'entrepreneur dans ce genre d'activité. Oui. Les conférences. Alors, les conférences, les séminaires, les événements, les salons, les foires, tout ça. Il y a même des programmes. Il y a des programmes d'aide, d'accompagnement au financement. Et ce genre de programme, on va le voir ensemble. Je vais vous donner tous les programmes qui sont au Maroc et qui ont aidé justement les entreprises ou les jeunes entreprises à obtenir le financement et à pouvoir développer sa société. S'il vous plaît. Oui, très bien. On va voir ça en détail. On va voir tous les programmes qui ont été réalisés au Maroc et qui sont là, les structures d'aide et d'accompagnement aux entrepreneurs. Bien. Alors, je pense qu'on a fait le tour par rapport aux principales caractéristiques. Je reviens ici à ma présentation. Bien. Alors, selon l'école des traits, à l'école des traits, il y a certains auteurs, certains chercheurs qui se sont intéressés à déterminer, ou à identifier, s'il vous plaît, pas téléphone, je vais vous envoyer ça, pas téléphone, à identifier les chercheurs se sont intéressés à l'identification des principales caractéristiques attribuées aux entrepreneurs. D'accord? Les chercheurs, ce sont des spécialistes en comportement. Donc, ce qu'on a dit, grosso modo, premièrement, l'innovation, donc les entrepreneurs, ce sont des innovateurs, ce sont des leaders, comme je l'ai dit, un leader, c'est un chef de file, c'est quelqu'un qui se présente au premier abord. Les preneurs de risques modérés, parce qu'on parle de l'amour du risque, mais bien sûr, je ne vais pas tout miser. Je ne vais pas tout risquer, c'est pour ça qu'on ajoute modéré. Il faut toujours avoir de la modération dans sa prise de risque. Ce sont des créateurs, des énergies, des persévérants, des originaux. On est toujours dans l'originalité, dans l'optimisme, orientés vers les résultats. Ce qui m'importe en tant qu'entrepreneur, c'est le résultat. Quels que soient les moyens, ce sont des résultats. La flexibilité, ce sont des gens qui sont débrouillards. À n'importe quelle situation, ils trouvent la solution. L'initiative, le besoin de réalisation, l'internalité au lieu du contrôle. C'est quoi l'internalité? Dites-moi. L'internalité, c'est quoi à votre avis? Non. L'internalité au lieu du contrôle, c'est quoi? Internalisme. Non, pas dans ce sens. Non, pas dans ce sens. Non. L'internalité. Non. À jour? Non. Comment? Je n'en ai pas. C'est quoi l'internalité? L'entrepreneur
chercher en soi la cause, bien sûr je parle de l'internalité, la cause d'un événement favorable ou défavorable. D'accord? Au lieu de pointer le doigt vers les autres ou de contrôler les autres, c'est moi qui cherche le problème en moi-même. Je suis en train de m'autocritiquer. Je suis en train de voir si je suis la cause principale de cet événement, qu'il soit favorable ou défavorable, les deux. D'accord? Que ce soit un bon événement ou un mauvais événement. C'est bon? La confiance en soi, on l'a dit ensemble. L'implication à long terme, ça veut dire que je suis impliquée, c'est ce qui se passe en fait généralement. On a cette fibre entrepreneuriale, on est motivé, on a envie de créer cette société. Mais par moments, on se retrouve face à des problèmes, on essaie de les surmonter, mais cette motivation commence à diminuer petit à petit. Et donc, on est de moins en moins impliqué. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui garde cette continuité, une implication continue, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui garde une implication continue à long terme. La tolérance à l'ambiguïté, à l'incertitude, ça va doucement. On parle de l'incertitude, on est sûr de rien, on pose des scénarios et on essaie de les évaluer, on essaie de les analyser. Bien. Ensemble de scénarios. L'apprentissage, l'utilisation des ressources, la sensibilité envers les autres, l'agressivité, il fait facilement confiance. Donc je dois être quelqu'un de sociable. Je fais confiance. Mais le point, bien sûr, modéré. Agir de manière modérée, ça va de soi. Le fait de faire confiance à 100% à quelqu'un, si vous voyez vous-même le résultat, vous allez comprendre qu'il faut toujours modérer sa confiance. Toujours. Et enfin, l'argent comme mesure de performance. Bien. Alors, s'il vous plaît. Donc là, c'est un ensemble de traits que les spécialistes en comportement ont posés. De prime abord, vous allez me dire, voilà, l'entrepreneur se connaît Superman. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Ce sont des traits de caractère qui sont facilement, s'il vous plaît, ce sont des traits de caractère qu'on peut facilement assimiler, qu'on peut facilement avoir, surtout si on est déterminé. Alors, on va essayer ensemble de simplifier tout ça, de synthétiser l'ensemble de ces caractères et de garder que quatre principales caractéristiques. Donc pour cela, je vais inviter 3 volontaires. D'accord? Je vais inviter 3 volontaires, je voudrais une personne debout ici, une autre personne là et une autre personne la 3e rangée. 3 volontaires s'il vous plaît. D'accord? Donc j'ai ici Arda, tu te mets s'il te plaît debout. La rangée, tu restes debout, s'il te plaît. J'ai besoin, oui, allez-y. Essayez de vous mettre la main un petit peu derrière. Voilà, oui, très bien. Voilà, essayez de te mettre la main. Une autre personne ici. Une autre personne, s'il vous plaît. Un peu plus loin. Une autre personne, là, il n'y a pas de la rangée, oui. Allez-y. Bien. Alors. Je vais vous demander, faites attention, je suis elle. Alors, vous mettez la même ligne ici, à peu près. Je pense que, oui, c'est bon, très bien. Alors, les 3 personnes, on a là, oui, Fadem Salah, Liba, d'accord, enchanté. Donc, je vais demander à votre 3 camarades, la consigne, elle est très simple. Vous allez prendre un bout de papier, vous allez construire un objet volant et avec cet objet volant, vous avez 3 tentatives pour atteindre le mur. Avec cet objet volant, moi je vais me mettre juste un petit peu comme ça je vais te laisser la possibilité de faire. Donc, avec un papier, vous allez construire un objet volant et avec cet objet, il faut atteindre le mur.
derrière. Reconstruire un objet volant. Un objet qui vole. Reconstruire un objet qui vole. La consigne, il faut construire un objet volant, il doit atteindre le mur. Vous n'avez que 3 tentatives. Bara åker. La première tentative, tu essaies de l'atteindre, le volant. Donc, première tentative. Deuxième tentative avec toi. Troisième tentative. Deuxième tentative. Bien. Maintenant, libre. Ici, libre. Ici, bien sûr. Chaussette.
on dirait une certaine... chacun regarde ce que l'autre fait et ils ont eu les mêmes idées. D'accord. Maintenant, chacun il a essayé de réaliser les 3 tentatives presque de la même manière. Mais qu'est-ce qui différencie chacun d'eux? La façon de lancer le papier. Alors, premièrement, déjà, ils ont eu la même idée. C'est quoi? C'est que je vais jeter une boule. Sachant que les lancer, je disais à chaque fois pour embrouiller les pistes, je le répétais à chaque fois, il faut un objet volant. Est-ce que la boule c'est un objet volant? Bien sûr que oui. Oui. À la première chose, l'entrepreneur il doit sortir de sa zone de confort. Il ne faut pas rester le cadre, il faut voir au-delà du cadre. Donc quand vous voyez une boule, ou quand vous voyez la forme, est-ce que ça vole? Oui, parce que quand je la jette, ça vole dans l'air, ça ne reste pas ma main. D'accord? Donc, deuxième des choses, le fait que je répétais à chaque fois objet volant, il y avait Fatem Sarah, au début, elle était décidée à 100%, elle va avoir que la boule, elle va jeter que la boule. Mais quand elle a vu, il va surtout, il va parce qu'elle a commencé par ça, elle a vu que tout le monde était en train de créer avec le petit avion en papier. Et il a voulu faire la même chose. Et donc par conséquent, elle a créé elle aussi. Bien. Est-ce que c'était une bonne technique? Pourquoi? Parce que déjà, le fait qu'ils ont créé, ou le fait qu'ils ont fait des avions en papier, est-ce que l'un d'eux ont essayé? Est-ce qu'ils ont fait avec le prototype? D'être laissé? Personne. Je n'ai vu personne qui a essayé. Donc ils étaient déterminés à jeter, mais sans essayer avec l'avion. Peut-être entre vous, mais vous n'avez pas essayé ici. C'est-à-dire personne ne m'a demandé la permission d'essayer d'abord, avant de faire ces tentatives. Sachant qu'on avait seulement 3 tentatives. Donc, on était face à une situation où, là c'était le mois avantageux, parce que c'est lui qui a commencé. Il a fait la première tentative, il s'est dit, avec la petite boule, peut-être que c'est disqualifié, mais bon, il a réussi. Après, ce qu'il a eu en main, ce sont les 2 autres objets. Il n'a pas réussi. S'il avait réussi avec la même, il aurait gagné à coup sûr. Donc, le fait qu'on est un petit peu, donc on va risquer, mais on est susceptible un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on se remémore un petit peu quasiment. Objet volant. C'est un objet volant, oui ou non? Il faut essayer et oser. Il faut oser. Bien. Quand Fatem Zaba a vu que ça ne fonctionnait pas du tout et que tout le monde s'est marré, et il a choisi quand même de refaire la même expérience. Donc au lieu de voir les erreurs de l'autre et ne pas les répéter et d'être sûr que c'est toi qui vas gagner, non. Elle a préféré tenter elle aussi sa chance, sachant que pour elle aussi c'est un objet volant, donc elle a elle aussi ses chances pour réussir. Oui. En plus, très bien, un autre point, et j'avais vu ça, la boule de Atla, elle était vraiment toute petite, c'était un seul bout de papier. Par contre, celle de Fatem Zahra, elle était doublée, au triplé, elle était renforcée. Donc elle avait une boule plus lourde, et donc elle avait plus de chance. D'ailleurs, le tir, il était plus fort que celui de Atla. Il a eu un coup de chance pour que cela a atteint le mur. Maintenant, on passe à Hiba. Et bien, dès le premier coup, dès la première tentative, elle s'est dit, elle a commencé à réaliser l'avion en papier, et elle s'est dit, ça c'est sur elle. Elle a vu que les 2 autres avaient la boule, et elle s'est dit, non, peut-être qu'ils ont tort. Peut-être que c'est moi qui ai raison, parce que j'ai insisté sur objet volant. Et tu as fait. Mais quand tu as vu qu'il a réussi sa première tentative, les 2 autres non, et qu'il a réussi ta première tentative, tu as commencé par quoi? Toi aussi, tu as commencé avec la boule. N'est-ce pas? Non, elle a commencé avec la boule. Et ensuite, la dernière avec la boule. Très bien, bien. Donc, tu as eu déjà les... Mais ma question, c'est pourquoi, quand on voit que les autres, la manière des autres n'a pas fonctionné,
Pourquoi on insiste quand même? Parce qu'on est persuadé que notre avion en papier, il est le mieux réalisé. On est sûr qu'il est le mieux réalisé. Alors, un autre point qui m'a marqué, c'est qu'il avait ses camarades. Il avait du relationnel. Il entendait ses camarades. Est-ce que ses camarades ont dit la bonne chose ou la mauvaise chose? Les bons conseils ou les mauvais conseils? Donc c'est là où on parle de faire confiance, mais garder sa confiance en soi. Pour Ivan, c'était Meloul, c'était du premier coup, et il était avec ses camarades, et il a commencé à réaliser ça. Et il était sûr que grâce au conseil de ses camarades, grâce à ce relationnel qu'il puisse avoir. Est-ce que vous vous connaissez? Je ne sais pas, pour les gens qui je ne sais pas si vous vous connaissez ou pas, mais en tout cas, on entendait, même les gens qui étaient un petit peu derrière et au milieu, on entendait des conseils. Non, ne fais pas comme ça. Non, attends, j'ai même vu des gens qui ont essayé. Ils ont réalisé l'avion, ils ont essayé de le jeter. Donc, tout ça, la moralité de l'histoire, c'est quoi? C'est très simple. Tout ça, on peut le résumer dans 4 points. L'attitude. L'attitude de chacun. L'attitude, c'est ce que chacun a eu en premier. Vos camarades ont eu l'attitude d'y être, je vais oser et je vais créer une boule et je vais la jeter quand même. Que ce soit un autre sujet ou pas, mais je vais le faire. Donc, j'ose. Oser. D'accord? Ça, c'est la première des choses. La créativité. Alors, la créativité, c'est le fait, justement, d'avoir la boule. La créativité de Fatima, c'est le fait de renforcer cette boule. La créativité, c'est, sachant que les trois étaient en train de copier, regarder à droite et à gauche, ils voyaient ce qui se passait. Et on essaie de faire la même chose, mais chacun fait les choses de sa manière, de sa propre manière. Donc, la créativité, l'innovation, le fait de penser à une boule, déjà ça, c'est la créativité. De ne pas se contenter dans l'esprit d'un objet volant est égal fusée ou avion en papier, c'est de la créativité. D'accord? Donc, quand on a une problématique, quand on a un énoncé, il faut voir au-delà de cette problématique. Bien. Troisième point, c'est le relationnel. Et on a vu que vos camarades étaient en train de se concerter auprès de leurs amis, auprès des gens qui étaient autour d'eux. Écoutez les conseils. Donc, on ne réussira jamais tout seul, mais bien accompagné, en ayant des gens de confiance qui vont travailler avec nous, en ayant des investisseurs qui vont croire en nous et qui vont nous donner leur argent, d'ailleurs on sera digne de cet argent. D'accord? Et enfin, l'organisation. On s'organise. J'ai donné un petit laps de temps. Il fallait s'organiser. Il fallait vite fait créer avec des petits avions en papier. Et on avait 3 tentatives. Donc, et par moment, il croyait que peut-être une première tentative pour chacun, on va revenir vers lui. Alors que ce n'était pas le cas. C'était l'autre, c'était lui qui devait faire les 3 tentatives. Donc, il faut toujours avoir cette méthodologie. Il faut être méthodique, bien s'organiser dans son travail, dans son projet, dans son entreprise de manière générale. Et c'est ce qu'on peut dire pour le profil de l'entrepreneur. C'est ce qu'on appelle le potentiel entrepreneurial. Chacun d'entre vous a un potentiel entrepreneurial. Je le vois en vous. Alors, je ne vous connais pas assez. Je connais certains visages maintenant. C'est la 3e fois que je reconnais certains visages. Et je sais que vous avez un certain potentiel en vous. Donc le potentiel entrepreneurial, il faut simplement le nourrir. Et avant de nourrir le potentiel entrepreneurial, il faut le connaître. Et c'est ce que je vais vous donner pour la semaine prochaine. Je vais y revenir. Donc je disais, l'attitude. Je suis quelqu'un qui ose. La créativité, je suis face à un problème et j'essaie de trouver sa solution. D'accord? Donc, quand la caricature ou l'illustration le montre, quelqu'un est dans un vélo avec des roues sous forme de carré, on se rend compte que ça ne marche pas. Donc, ce qu'on fait, s'il vous plaît,
relationnel. Bien sûr, on ne peut pas, s'il vous plaît, on ne peut pas créer tout seul quelque chose et le réussir. D'accord? On a vraiment besoin d'un bon relationnel. On a besoin d'un environnement stable. On a besoin d'être bien accompagné, que ce soit avec notre famille, nos amis. Mais toujours, on revient peut-être à la variable de confiance. Bien sûr, je ne vais pas être accompagné par des amis envers qui je ne fais pas confiance. C'est normal. S'il vous plaît, s'il vous plaît, avec vous. Au bout d'une heure, vous êtes fatigué, franchement, s'il vous plaît. Je suis là. Oui, s'il vous plaît. Vite, ça va vite passer, s'il vous plaît, un peu de silence pour qu'on puisse avancer. Bien. Et enfin, comme je disais, l'organisation, il faut être organisé, il faut être méthodique. Donc l'organisation, bien sûr, dans une entreprise, dans une société. Oui, très bien, bien sûr. Quand on parle d'organisation, on a des deadlines à respecter. C'est ce qu'on appelle, est-ce que vous avez fait le contrôle de gestion? Est-ce que vous avez fait la gestion de production? Vous pouvez étudier ça vous seul, vous tout seul, s'il vous plaît. Là, je vous l'ai dit tout le temps. Vous n'êtes pas censé la connaître. Vous êtes des gestionnaires. C'est des gestions. Vous êtes censé connaître la mathématique. Vous êtes en troisième année. Pour moi, dès demain, alors vous allez intégrer le marché du travail. Vous êtes censé connaître toutes ces matières-là. Alors, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le diagramme de Gantt? Bien. Donc, je disais, la recherche. Certaines tâches
dans mes techniques de production, dans mes techniques d'organisation. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est orienté capital humain. Capital humain, c'est les personnels. C'est ce qu'on appelle le capital immatériel. Capital humain, c'est personnel. Vraiment le joyau d'une société. D'accord? Pour le manager, c'est quelqu'un qui est orienté profit. On recrute un manager pour qu'il puisse avoir un certain profit. Garantir ce profit pour qui? Pour lui? Non, pour l'entreprise. Pour lui, ce profit, c'est pour qui? Pour l'entreprise. Voilà, c'est pour l'entreprise qui l'emploie, qui le paie. Voilà, exact. C'est pas pour lui. Le profit pour la société dans laquelle il est employé. C'est ça la différence entre les deux. On continue. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques, alors que le manager, c'est quelqu'un Qui gère les risques. Il y a ce qu'on appelle la cartographie des risques. D'accord? Cartographie des risques, pour les auditeurs, pour les contrôleurs de gestion, c'est un outil indispensable pour gérer. On voit le risque selon le degré d'importance, selon l'impact du risque par rapport à telle ou telle activité, ou tel produit, ça dépend de la société. Et enfin, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui saisit les opportunités, alors que le manager, c'est quelqu'un qui se place dans la continuité. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'entrepreneur trouve une opportunité du jour au lendemain, il va la saisir. Si le manager trouve une opportunité du jour au lendemain, il ne va pas la saisir. Pourquoi? Parce qu'il a déjà des process à suivre. Il a déjà un manuel de procédure. Donc il se place dans la continuité. Pour lui, il faut faire la même chose chaque mois. Si par exemple un manager fait de la déclaration fiscale ou de la comptabilité par exemple, il doit faire ça chaque mois. Il doit se placer dans la continuité. Donc la première motivation d'un entrepreneur, c'est l'accomplissement. C'est l'autosatisfaction, la réalisation de soi. Le manager, c'est le pouvoir. Exactement. C'est au-delà du salaire. C'est le pouvoir. D'accord? Et on voit ça. Exact. Et on voit ça dans la société. On voit que les managers, ce sont des gens qui aspirent le pouvoir. Ça veut dire par exemple quelqu'un qui a des actions, qui fait partie d'un conseil d'administration, d'accord? Qui a, est-ce que vous connaissez le terme jeton de présence? Les conseils d'administration, non? Donc c'est quelqu'un qui aspire constamment à avoir avec le pouvoir de la société. Donc l'approche de l'entrepreneur, c'est quoi? C'est une approche informelle. Et on l'a vu très clairement dans les startups. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas attendre un certain code ou une certaine manière de faire pour réaliser la chose. Non. Je suis dans une optique informelle, alors que le manager, c'est quelqu'un de formel. Il faut respecter les procédures. On a posé des procédures, il faut les respecter. Et enfin, la récompense pour l'entrepreneur, ce sont les bénéfices. J'aspire toujours à un chiffre d'affaires qui va me générer le plus de bénéfices, alors que le manager, c'est le salaire. Pourquoi? Voilà. Parce que c'est un employé, ou un employeur, le sens si c'est lui qui va employer. D'accord? Est-ce que c'est bien, s'il vous plaît, pour la différence entre l'entrepreneur et le manager? Si on veut résumer tout ça, l'entrepreneur qui est un propriétaire dirigeant pour cette entreprise, c'est quelqu'un qui crée, innove, qui est orienté capital humain et qui aspire à un accomplissement personnel et professionnel, alors que le manager, c'est un employé de la société, un employeur qui va employer des gens, qui va travailler de manière formelle, qui aspire au pouvoir, qui va être rémunéré grâce à un salaire et qui suit la routine orientée profit. On est dans une optimisation
le manager va commercialiser ou vendre cette pastèque. À votre avis, à combien il va la vendre? Si le manager achète cette pastèque, qu'est-ce qu'il va faire le manager? Il va tout simplement la vendre à un prix un petit peu élevé pour garder avec le bénéfice. C'est la petite part. Bien. L'entrepreneur, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Très bien, très bien. Tu l'as dit. Oui, exact. Tout à fait. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va transformer ce produit et qui va le commercialiser à un prix plus élevé. Vous avez compris? Donc on est face à deux optiques différentes. S'il vous plaît. On est dans deux optiques différentes. Soit je vais réaliser un certain bénéfice et faire ça dans la quantité. S'il vous plaît, je n'entends plus avec vous. S'il vous plaît, je parle à des adultes. Je pense que vous êtes en troisième année. Là, maintenant, première année. S'il vous plaît. Sinon, ça fait une année. S'il vous plaît, on est dans une optique de partage. On n'est pas dans des managers, dans une optique formelle, s'il vous plaît. On est dans une optique de partage. On se partage les informations ensemble et dans le silence. Si vous voulez parler, soit vous sortez, soit vous parlez doucement, mais c'est comme chacun. Merci. Donc je disais, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va prendre le produit, qui va le transformer, qui va essayer d'innover avec le produit. Alors en fin de compte, c'est quoi? Je le dégaine. Voilà, les gens le sont. Est-ce que vous comprenez? Mais il a créé de la valeur. C'est ce qu'on appelle la valeur. Il a créé de la valeur à ce produit. Bien. Alors, avant de continuer notre dernier point de cette séance, je vais vous donner un petit exercice à faire et je vais vous demander de l'envoyer à Abdullah. Et Abdullah va me l'envoyer mardi à 23h, avant 23h. Mardi avant 23h. Donc, déjà, s'il vous plaît, peut-être qu'on va travailler, je ne suis pas encore sûre, je l'ai vu avec mes collègues, les professeurs, soit on va travailler avec des équipes de 10 personnes ou 5. Avec la pandémie, on ne s'est pas encore arrêté sur le nombre de personnes pour les projets de création d'entreprise. Donc vous aurez à faire ça. Je vais voir ça, je ne sais pas si j'ai la réponse, je vais la transférer à votre délégué de classe ou au délégué d'ensemble. Maintenant, ce que je vous demande de faire, apprendre à vous connaître. C'est-à-dire, vous allez me faire une fiche. J'ai noté ici en rouge. Vous allez me faire une fiche. Je commence à vous connaître un petit peu, je vois des visages familiers. Donc, vous allez me faire une fiche avec votre photo, nom, prénom, code à projet. Donc, libre à vous de faire comme vous voulez, innover. Moi, maintenant, je veux une fiche claire, une petite phrase qui vous définit, et vous allez me dire quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, quelles sont vos compétences et quelles sont vos lacunes. C'est-à-dire quoi? Des mots. Quelles sont vos qualités? Quelles sont vos qualités, vos défauts, s'il vous plaît. Sous forme de ce que vous voulez, je vous donne libre cours. Maintenant, on va faire des mots ou bien des phrases? En fait, comme vous voulez. Je vais voir aussi votre manière de présenter ça. Donc, vous faites une fiche sous format PDF, vous l'envoyez à Abdullah. Abdullah, tu consolides tout ça, un seul document, et tu l'envoies. D'accord? Chaque personne, chaque étudiant, photo, nom, prénom, code à projet. S'il vous plaît, j'insiste pour la photo, je dois vous connaître. Et la phrase qui vous définit le plus. Vous dites ce que vous voulez, la phrase qui vous définit. Et vous me dites à les 4 points. Quelles sont vos qualités, vos défauts? S'il vous plaît, il faut savoir. Des gens qui vont travailler chaque mois pour un diplôme. Bientôt, vous allez avoir votre diplôme. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. S'il vous plaît. La question, mais c'est sujet au entretien. Tu le master de la voiture de mon privé. Les recruteurs, ils vont vous demander de vous présenter. Voir. On va vous dire, donnez-moi 3 défauts et 3 qualités. Je ne sais pas faire la cuisine. Non. Je suis perfectionniste. Avec le fameux défaut que tout le monde dit. Non, perfectionniste, ça ne veut rien dire. S'il vous plaît, perfectionniste, ça ne veut rien dire. Personne n'est perfectionniste.
vous ne saurez pas noter aussi une bonne ou mauvaise réponse. Vous saurez noter entre vous. Mais c'est un exercice qui va me permettre de vous connaître de plus en plus, et même d'avoir une idée sur vos projets plus tard. Parce que quand je vais vous demander de faire des projets de 5 ou 10 personnes, je ne sais pas encore, je saurai qui va travailler sur le projet, qui ne va pas travailler, je vais avoir d'informations à le sujet. Mais déjà, essayez de faire l'exercice de manière, s'il vous plaît, fidèle à vous-même. De manière très transparente. Ne vous montez pas à vous. On a dit chaque fois, donc, faites l'exercice de manière sérieuse. Vous me dites quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, est-ce que vous voulez les tirer, lire, ce que vous voulez, et vous envoyez ça à un programme avant partir, parce que lui, il doit consolider tout ça et vous l'envoyer. Est-ce que c'est clair? Bien. Et n'oubliez pas la photo, j'insiste. N'oubliez pas la photo. Vous êtes là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes là, vous ramenez vos choses là, on fait l'effort. Vous êtes nombreux, je ne peux pas vous reconnaître tous, mais au moins si j'ai une petite qui va vous donner, au moins dès le jour d'examen, je saurai que je suis quelqu'un, je ne vais pas. D'accord, si vous voulez vous faites l'exercice sérieusement, vous envoyez ça avant même le mardi à la base, on va le tout consolider un seul moment. C'est bon, on continue s'il vous plaît. Le dernier point, et je vous dis alors. Depuis 3 séances maintenant, on parle d'entrepreneuriat. On a défini l'entreprise, on a défini l'entrepreneur, si vous voulez, avec silence. Je ne m'entends plus, s'il vous plaît. Donc, pour résumer tout ce que nous avons dit depuis ces 3 séances, l'entrepreneuriat, c'est un processus de recherche, d'évaluation, d'exploration d'opportunités qui est effectué par un entrepreneur ou une équipe entrepreneuriale qui, dans le cadre d'une création, on a parlé de création, comment? Je vais mettre le terme, création à zéro. Très bien. La création ex nihilo. Voilà. D'une reprise ou d'un développement d'activité pleinement. Donc, c'est un processus qui est effectué par un entrepreneur ou une équipe qui développe une organisation en innovant et en contribuant à la création de la valeur. Donc, on va commencer, on va décortiquer la définition. J'ai essayé de consolider entre pas mal de définitions. Vous allez trouver ça dans la théorie. Il y a énormément d'auteurs qui se sont prêtés à la définition de l'entrepreneuriat au fil des décennies. Mais de manière globale, on peut définir ça comme ça. Maintenant, en décortiquant chaque terme qui est important, que j'ai mis ici en rouge, on va commencer par dire la création de la valeur. C'est un processus dans lequel l'entrepreneur va créer de la valeur. Donc, on peut retenir 3 verbes d'action. Premièrement, créer de la valeur. L'action d'entreprendre, l'action de créer une entreprise, ça consiste à créer de la valeur. C'est quoi une valeur? C'est oui, de la valeur. Oui. C'est la richesse au sein de l'entreprise. En fait, on va évaluer quelque chose en fonction de son utilité. Exact, tout à fait. En fonction de son utilité. Donc, quand je parle de la création de la valeur, ça consiste par exemple à accroître la productivité de l'entreprise. Ça consiste à rechercher une croissance durable. Quels étaient les 2 profils
qu'on a dit tout à l'heure? L'entrepreneur. Oui, très bien. Et l'entrepreneur 4. Donc, accroître la productivité de l'entreprise. Chercher à faire croître cette croissance qui est constante dans la société. Bien. Et s'effectue au profit de tout le monde. Des investisseurs, des actionnaires, des créanciers de la société. Et bien sûr, tout ça, c'est dans l'optique de l'amélioration de la structure financière de l'entreprise. Donc, l'entrepreneuriat, ça permet de créer de la valeur ajoutée. L'entreprise, l'activité, elle a une certaine valeur. La société, elle a une certaine valeur. Deuxième terme, c'est l'innovation. L'innovation, ici, j'ai noté le terme. C'est Joseph Schumpeter, c'est un économiste. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça en management, je pense. C'est celui qui a parlé de l'innovation et il a parlé du concept de la valeur ajoutée. Destruction créatrice. Alors, la conception, elle a été discutée depuis, je pense, 1924, ça fait très longtemps. Et elle consiste à... en fait, Joseph Schumpeter a fait la métaphore de la destruction créatrice comme un ouragan. C'est quoi l'ouragan? C'est une métaphore. C'est comme un ouragan perpétuel. L'ouragan, oui, ça. Donc en fait, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est un mouvement qui vient détruire quelque chose qui existe pour reconstruire de nouvelles choses. Est-ce que vous vous rappelez des Walkman, des disquettes, des cassettes vidéo? Est-ce qu'on trouve toujours ça ici? Non. On ne trouve plus. D'accord? À l'époque, c'était une révolution. Mais la destruction créatrice, qu'est-ce qui s'est passé? On a détruit Hadouk. Et qu'est-ce qu'on a créé au lieu de ça? Au lieu des disques, au lieu des cassettes vidéo, on a créé des CD-ROM. Au lieu des CD-ROM, maintenant, il y a quoi? Il y a du streaming, carrément. Il y a des plateformes, tout à fait. Il y a des torrents. Donc, il y a vraiment... On se retrouve face à une ère, puis il y a des choses qui n'existent plus de nos jours. Donnez-moi un autre exemple. Il y a des cassettes vidéo, d'autres exemples de la technologie qui a été révolutionnaire à l'époque, mais qui n'existe plus. Très bien. Et téléboutiques. Par quelle téléboutiques d'abord? Est-ce que vous vous rappelez à l'époque téléboutiques comment c'était? Mais c'était une révolution. Le fait que les gens passaient pour voir s'il y avait un dirham, deux dirhams, la machine. D'accord? Maintenant, très bien, les téléphones fixes, même s'il y en a toujours maintenant des entreprises existées, oui, les anciennes boîtes pour téléphoner. Oui? Très bien, bien sûr. Ah oui, très bien. Les spinners, c'est quelque chose de récent, c'est pas très loin. C'était une vague, ça a fait boum, et ensuite, on n'en parle plus. Est-ce que vous vous rappelez d'être spinner? Bien. Si vous voulez, juste pour vous dire, la technologie, le fait d'entreprendre, s'il vous plaît, un point important, le fait d'entreprendre la technologie, c'est risqué. Pourquoi? Parce que les gens, à l'époque, qui ont investi énormément d'argent pour avoir une téléboutique ou un cyber, vous vous rappelez des cyber? Ils n'existent plus de nos jours. Alors que ça marchait très bien. Les cyber d'après, mais à l'époque, il y avait les garçons qui jouaient au play pendant des heures et des heures. Enfin, il n'y a pas Internet. Avec les modems. Les grands, voilà. Exact. Il y avait aussi des boîtes, stations de travail. Comment on appelait ça? Disque dur. Je ne me rappelle plus du nom. Unité centrale. Unité centrale. Tout à fait. S'il vous plaît. L'unité centrale, c'était une révolution. Je pense que c'est juste quelques dernières années, parce qu'on en parle plus. Tout est devenu intégré. Oui. Il y a aussi, très bien, les modèles, exact. Il y avait les anciens modèles. Les pieds. Mais, en fait, on est dans l'amélioration. On est face à une destruction de quelque chose.
exemple, on a les batteries et les téléphones. Avant, il y avait de la batterie, les anciens téléphones, peut-être ça n'importe quel âge. Maintenant, on n'en parle plus. Maintenant, les téléphones, il n'y a plus de batterie. Tout est intégré. D'accord? Oui, les dactylos, exact. Oui, tout à fait. Oui, les télés aussi. لقيت. Oui, très bien, exact. Ça va pouvoir, s'il vous plaît. Madame, les anciennes télévisions. Oui, les anciennes télé, exact. Oui, ça va de soi. Donc, juste pour vous dire, la destruction créatrice, c'est ça. C'est que on est face, elle implique une destruction de valeurs spectaculaires. Destruction de valeurs de société spectaculaires. Et à sa place, elle crée de nouveaux types d'innovation. Elle crée à sa place, par exemple, fabrication de biens nouveaux, fabrication d'utilisation de nouveaux procédés, nouvelle organisation de travail, etc. Bien. Ensuite, on a le terme développer. Donc, innover, tout ce qui est destruction créatrice, et on a le premier terme, deuxième c'est l'innovation, et le troisième c'est le développement. Comment je peux développer une société? S'il vous plaît. Comment je peux développer une société? Je développe la société, soit par exemple en augmentant l'effectif de mes employés. Capital, oui. Les machines, l'immobilisation, oui. Faire de nouveaux investissements. Très bien, de nouveaux investissements, tout à fait. Je peux développer mon activité en diversifiant. Intégrer une département. Voilà. Par exemple, si on prend l'exemple de Samsung, on peut trouver plusieurs gammes de produits. On peut trouver les téléphones, l'électroménager, les télévisions. D'accord? Il y a plusieurs gammes. On est dans une diversification de produits. Bien. Ou bien, on peut étendre cibler un autre segment. Exact, très bien. On peut cibler un autre secteur d'activité. Oui, on peut changer de stratégie. On peut intégrer une nouvelle marché. On peut étendre nos moyens de distribution. C'est quoi les moyens de distribution? Autrement, les canaux, on va les voir ensemble, les canaux de distribution, je peux les étendre. Par exemple, je commercialise les détaillants. Juste, voilà. Par exemple, je suis un détaillant, je commercialise mes produits juste certains points de vente. Je peux faire de l'export. Je peux avoir d'autres points de vente. Je peux commercialiser ça avec d'autres business, d'autres sociétés. En ligne, le e-commerce, tout à fait. Exact. Je peux faire du marketing digital, je peux faire pas mal de choses. Bien. On continue. Donc le fait de développer, avant d'oublier ça, s'il vous plaît, avant de développer, le fait de développer, donc on sait comment on peut développer, mais pour réaliser ça, il faut fixer ce qu'on appelle les objectifs SMART. C'est quoi les objectifs SMART? Vous avez déjà entendu parler de ça? Non? Non. SMART. Les objectifs SMART. L'objectif SMART, ça se répète très souvent. Le management, le marketing. Le moindre coût avec le moindre temps. Oui, c'est ça. Alors, objectif SMART. SMART, les initiales. S pour spécifique. Madame, on a fait ça. Hein? Je sais, vous l'avez fait. C'est pour ça que vous m'avez dit. Alors, spécifique. M. Pas du tout. Voilà, très bien. Exact. M. Mesurable. A. Acceptable. Ambitieux. Acceptable. Rentable. Rentable. R pour réalisable. Et T pour. Donc
dois poser des objectifs qui sont smart. Smart, ça veut dire l'objectif doit être spécifique. Spécifique. Il doit être simple et spécifique à quelque chose. D'accord? Il vise quelque chose de précis. Mesurable. Je peux mesurer par des indicateurs. Je peux le chiffrer à l'objectif. Il peut être chiffrable. Les statistiques descriptives, on parle de statistiques chiffrées. Donc je fais parler les mots, les chiffres. Je suis en train de faire parler les chiffres. Acceptable. Acceptable par son entourage, par tout le monde. Ce sont des objectifs qui doivent être acceptables par tout le monde. Bien. Réalisable. Réalisable. Voilà. Ils doivent être rationnels, réalisés par une stratégie. Et enfin, temporel, ça veut dire qu'ils sont précis dans un certain laps de temps. Mais je des objectifs pour X temps. Non, ce sont des objectifs qui ont une certaine durée. C'est là par la série de la handicap. Bien. Alors, on revient à notre technicien. Donc, on a parlé de la création de la valeur. S'il vous plaît, c'est le dernier. Attends, un peu de silence, s'il vous plaît. On a parlé de la création de la valeur. Donc, premier verbe d'action, c'est créer la valeur, innover et développer. Maintenant, on revient à processus et à opportunité. L'entrepreneuriat, c'est un processus. Le processus entrepreneurial, on parle de post-création, de pré-création, de création et de post. On parle d'événements entrepreneurial. Le processus entrepreneurial commence tout simplement par soit d'abord une discontinuité ou un déplacement. Une discontinuité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va créer un nouveau produit. On peut avoir un nouveau partenaire, un futur associé. On peut avoir une nouvelle source de financement. D'accord? Première et deuxième des choses, c'est la crédibilité. Ça veut dire quoi? Et on revient à notre remarque au début, c'est qu'il faut la présence d'un modèle et d'une culture, certaine culture entrepreneuriale. C'est très simple. J'avais parlé des variables sociales, des variables sociologiques. Les variables sociologiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une certaine influence des parents, de la famille, des amis, des réseaux professionnels, de l'environnement, tout simplement, de l'environnement, qui va influencer. Donc la présence du modèle, c'est ce qu'on appelle la crédibilité du processus entrepreneurial. Et enfin, la faisabilité, en troisième lieu. La faisabilité des Américains parlent il faut analyser les CN. Les CN. C'est quoi les CN? Money, men, machines, materials, market and management. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut évaluer l'argent, les hommes et les femmes. Bien sûr, on fait allusion aux hommes et aux femmes. C'est-à-dire le capital humain, les machines, les matériaux, le marché et le management, la gestion de manière quotidienne, la gestion au quotidien. Est-ce que c'est clair? Bien. Dernier point. Dernier point. Donc j'ai dit le processus. Et le dernier point, c'est l'opportunité. Alors, les opportunités, c'est quoi? Une opportunité d'affaires, c'est tout simplement une idée. Une idée qui a passé plusieurs tests de faisabilité. C'est-à-dire qu'on a déjà étudié une idée et on a déjà vu avec si elle. On les a déjà évaluées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée a un certain potentiel. Elle va nous aider à créer de la valeur. Bien. Une idée
nos besoins ont été identifiés. Et enfin, une idée qui est planifiée et compatible avec l'équipe. Alors, en partant d'opportunités d'affaires, ce sont des idées qui ont subi un ensemble de tests et de validation, d'accord? Et l'entrepreneur doit être capable de déterminer ou décider ce qu'on appelle de se focaliser sur la fenêtre ou sur les fenêtres d'opportunité. Alors, les fenêtres d'opportunité, l'entrepreneur doit être capable de les repérer. Exemple. Une fenêtre d'opportunité. Si je vous parle d'Uber, est-ce que vous connaissez Uber? Comment on l'appelle maintenant? Donnez-moi des exemples d'Uber. Très bien. Enich. Kerry. Uber. Oui, très bien. Oui, très bien. Donc, Uber, et maintenant, on parle à l'ère de la technologie, on parle de ce qu'on appelle le système. Vous retenez ce terme schématique, c'est-à-dire d'ubérisation. Pour chaque étude, nous avons culture générale, l'ubérisation, on parle de système ubérisé. Tout devient ubérisable. Au début, et pour revenir à la fenêtre d'opportunité, comment Uber a été créé? Comment Uber a été créé? Quelle est la fenêtre d'opportunité que l'entrepreneur a créé, a saisi pour créer Uber? Excellent. En fait, c'est très simple. On était face à une situation de vie. S'il vous plaît. S'il vous plaît, il y a des gens qui sont intéressés. Il y avait une situation de vie dans laquelle les gens avaient de plus en plus besoin de se déplacer, mais n'avaient pas le moyen de transport adéquat. Alors, en France, en Europe, de manière générale, aux États-Unis, en plus des taxis verts, les gens ont trouvé le business. Ils se sont dit, moi j'ai une voiture, je ne travaille pas, mais j'ai une voiture. Je peux louer cette voiture, y compris mon propre service de voiturier, et avoir un revenu. C'est comme ça que l'idée a commencé pour les Uber. Et c'est développé au fur et à mesure. Maintenant, l'ubérisation, bien sûr, au début, ça a fait couler des encres. Parce qu'on a dit qu'il y avait des problèmes avec l'accès. Les Uber, c'était un petit peu difficile. Par la suite, ils ont changé le nom, etc. Mais juste pour vous dire qu'elle a été créée face à une situation de vie dans laquelle les entrepreneurs ont saisi la fenêtre d'opportunité. Les entrepreneurs ont saisi la fenêtre d'opportunité et ils ont créé Uber. C'était la même chose pour le Airbnb. Si vous voulez, c'est quoi le Airbnb? Alors, Airbnb, je viens d'écrire. Le Airbnb, ça a commencé par l'idée de partage. En Amérique, les Américains, ils ont commencé à faire un truc qui est assez intéressant. Si ça vous intéresse pas, s'il vous plaît, moi, c'est ça, on va faire on arrête. Le Airbnb, les Américains, ils ont commencé à partager leurs appartements entre eux. Là, tu as une plateforme où les gens, ils mettent en location leur appartement contre le partage de notre appartement. Moi, je
je veux passer mes vacances au Colorado par exemple et je suis en Floride, je vais voir la plateforme, je vais voir quelqu'un qui veut faire le partage, et on se partage les apparts. C'est comme ça que ça a commencé le Airbnb au début. Et ça a commencé à se développer. Bien sûr, bien sûr. Déjà, le bénéfice, c'est que le fait que tu as une maison de vacances gratuitement, parce que tu proposes ta propre maison. C'est près de. Comment on appelle ça? Le troc. Voilà. C'est comme le troc. On se troque les maisons. Par la suite, on a trouvé une opportunité pour regarder la fenêtre d'opportunité. On a trouvé que le business, ça commence à être de plus en plus florissant. Parce que les gens avaient des appartements, des locales, des maisons secondaires. Et ils ont commencé à proposer, c'est-à-dire sans idée de partage, à proposer de louer la maison secondaire contre de l'argent. Donc au début, c'était juste le fait de partir chez la maison de quelqu'un d'autre, et de plus en plus, c'est commencé à être rentabilisé. Moi, je vais louer mon appartement et je vais avoir de l'argent en contrepartie. Et ça s'est développé. Et donc maintenant, les gens, quand ils veulent voyager, et ça marche très très bien en Amérique. C'est un business qui marche très très bien. Et ça s'est instauré au Maroc. Les gens de manière nocturne. Airbnb, si vous tapez Airbnb sur Internet, vous allez trouver la plateforme et vous allez trouver des offres au Maroc. Des gens qui ont des appartements au Maroc et qui les louent à des touristes pour la journée. Donc vous imaginez la rentabilité de la journée chez les étudiants. Si je loue par exemple mon appartement à 600 dirhams la journée, pour une semaine de vacances, ou 10 jours de semaine de vacances, ça fait 6 000 dirhams. Le loyer est même pas un mois de 2 mois. Est-ce que vous comprenez? Donc quelque chose qui devient de plus en plus rentable. Et les gens maintenant, ce qu'ils font, au lieu de partir des hôtels, ils préfèrent louer des maisons. Et ça, c'est, puisque ça a commencé par un peu plus long, mais ça s'est développé de plus en plus, et ça s'est réglementé. Il y a des réglementations, vous êtes protégés, il faut protéger, il faut sécuriser l'accès aux maisons, la propreté, l'hygiène. Donc tout ça a été réglementé par la plateforme. Donc ce n'est plus un sujet. D'accord? Donc tout ça juste pour revenir à la fenêtre d'opportunité. Les gens saisissent certaines fenêtres et la saisissent. Exploitent cette fenêtre. Ce qui s'est passé récemment, le 0 mi-temps. Le mouvement 0 mi-temps. Du jour au lendemain, le Maroc a imposé ça a créé une fenêtre d'opportunité pour les gens. Comment? Voilà, les gens ont commencé à produire des sachets en plastique, des sachets décoratifs, des sachets en tissu. Jusqu'à aujourd'hui, les sachets en tissu, ça se vend. Jusqu'à aujourd'hui, les sachets en tissu, tu es un minimum. Ou là, Carrefour, là, d'accord? Donc c'est une fenêtre d'opportunité qui a été exploitée vu les circonstances que le Maroc ou que le marché de manière générale a connu. Et donc, on revient à votre la fameuse. La veille stratégique. C'est la veille stratégique. Pour pouvoir détecter une fenêtre d'opportunité, il faut être dans l'optique de la veille stratégique. Pour pouvoir détecter l'opportunité, il faut faire de la veille stratégique. C'est indispensable. Et de la veille économique, bien sûr. Veille stratégique et économique, bien sûr.
d'un entrepreneur qui doit éviter. C'est la surestimation. La surestimation de quoi? La surestimation. Chiffre d'affaires prévisionnel. Ça veut dire quoi? Surestimer. Ça veut dire que je fais une étude de marché et je fais mes scénarios et je suis trop optimiste. Je surestime mon chiffre d'affaires prévisionnel. Je me dis, un élève d'affaires, mon chiffre d'affaires prévisionnel annuel va être tel. Alors que normalement, ce n'est pas le cas. Donc, le premier piège à éviter, c'est le fait de surestimer mon chiffre d'affaires prévisionnel, c'est de surestimer le marché, les opportunités, de surestimer ma concurrence, le fait de dire non, il y a peu de concurrents. Est-ce que vous comprenez? Vous dire par exemple, le marché, ça marche très bien, il y a peu de concurrence. Donc je peux avoir des chances. Non. Deuxième piège, le fait de sous-estimer. Je sous-estime quoi? Voilà, très bien. Je sous-estime mon risque. Exactement. Je suis en train de sous-estimer. Très bien. Oui. Parce que le concurrent, soit je le surestime, soit je le sous-estime. Tout à fait. Donc l'environnement, de manière générale. Troisième des choses, c'est la préparation moyenne, pour ne pas dire la mauvaise préparation. Le piège à éviter, c'est le fait de se lancer la tête baissée, sans préparer son projet. On l'a vu avec la démonstration de vos camarades, le pré-test. Le pré-test, c'est quelque chose d'indispensable. Il faut avoir un prototype. Quand je vais créer un produit, il faut que j'ai un prototype. Il faut avoir l'avis de ce produit. Il faut faire des tests. On va voir ça ensemble. Et enfin, la gestion moyenne, ça aussi, on va voir plus en détail concernant la gestion au quotidien. C'est ce qu'on appelle la gestion au quotidien. Donc, si on a une mauvaise gestion au quotidien, si on a une mauvaise trésorerie, si on a des problèmes au niveau des ressources, de manière générale, bien évidemment, l'entrepreneur va se heurter à des obstacles difficilement surmontables. D'accord? Donc, vous envoyez le travail que vous avez demandé, et on se retrouve la semaine prochaine.